Ton uniforme de soignante est sale. Va manger à la cuisine, tu gâches le décor. C'est ce que ma mère m'a dit lors du dîner de fiançailles de ma sœur, dans l'un des restaurants les plus chics de Lyon. J'ai baissé la tête et j'ai chuchoté, « D'accord, maman. » Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait encore une fois écrasée. Ce qu'elle ignorait, c'est que je n'étais pas venue les mains vides. Dans mon sac, il n'y avait pas de cadeau de fiançailles, mais un dossier complet contenant ses relevés bancaires, ses mensonges et surtout, l'avis d'expulsion qu'elle cachait à tout le monde. Quand son futur gendre a vu ce que j'avais laissé sur la table, le mariage a été annulé en moins de 10 secondes. Mais avant de vous raconter comment j'ai fait exploser ma famille toxique, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Avant de continuer, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est grande. N'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire qui suit va vous prouver que le karma existe vraiment. Tout a commencé il y a 3 ans, un mardi soir pluvieux de novembre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais de terminer une garde de 12 heures. Je suis infirmière libérale. Mon quotidien, ce n'est pas Grey's Anatomy. C'est la route, les embouteillages, monter 4 étages sans ascenseur pour faire une toilette, soigner des escarres, et écouter la solitude des personnes âgées. C'est un métier difficile, physique, qui vous laisse souvent vidé, mais je l'aime. J'aime me sentir utile. Ce soir-là, alors que j'étais arrêtée à un feu rouge sur le quai du Rhône, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Une notification de ma banque. Virement effectué, moins 1200 €. Libellé, loyer maman. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était devenu un réflexe pavlovien. Chaque mois, le même rituel, la même angoisse. Je regardais mon solde, il me restait à peine 80 € pour finir le mois. 80 € pour l'essence, la nourriture, les factures. J'avais 32 ans, je travaillais comme une forçate et je vivais comme une étudiante fauchée. Pourquoi? À cause d'un mensonge. 3 ans plus tôt, juste après mon divorce douloureux, ma mère, Ghislaine, m'avait convoquée en larmes. Elle m'avait fait asseoir dans leur salon bourgeois, m'avait servi un thé et m'avait pris les mains. Maëlys, ma chérie, c'est une catastrophe, avait-elle sangloté, son mascara coulant parfaitement sur ses joues poudrées. Les affaires de ton père ont coulé. Il a fait de mauvais investissements. Nous sommes ruinés. La banque va saisir la maison d'ici 2 mois. J'étais sous le choc. Mon père, Hervé, avait travaillé toute sa vie à la SNCF. C'était un homme simple, taiseux, qui ne parlait jamais d'argent. Je l'imaginais dévasté. Je vais lui parler, on va trouver une solution, avais-je proposé. C'est là que le piège s'est refermé. Ma mère m'a serré les mains si fort que ses ongles m'ont fait mal. Non. Tu ne dois rien lui dire. Il est dépressif, Maëlys. Si tu lui parles de faillite, j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Son cœur est fragile. Il ne doit pas savoir que je te demande de l'aide. Il doit croire qu'il gère encore la situation. C'est notre secret, d'accord? Pour sauver papa. Sauver papa. Elle savait exactement où appuyer. J'adorais mon père, même s'il était effacé et passif. L'idée qu'il puisse attenter à sa vie ou faire une crise cardiaque à cause de l'argent me terrifiait. Alors, j'ai accepté. J'ai accepté de payer leur loyer. 1200 € par mois. C'était une somme énorme pour moi, surtout après mon divorce qui m'avait laissé financièrement instable. Mais c'était ma famille. On ne laisse pas ses parents à la rue, n'est-ce pas? Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un petit studio mal isolé en périphérie de Lyon. J'ai renoncé aux vacances. J'ai vendu ma voiture confortable pour une vieille occasion qui tombait en panne tous les 2 mois. J'ai arrêté de m'acheter des vêtements. Je mangeais des pâtes et du riz. Tout ça pour virer 1200 € chaque premier du mois sur le compte de ma mère. Et en retour? Qu'est-ce que je recevais? De la gratitude? De l'amour? Non. Je recevais du mépris. À chaque repas de famille, ma mère ne manquait pas une occasion de souligner ma médiocrité. Regarde-toi, Maëlys, tu as des cernes épouvantables. Tu ne prends pas soin de toi. Si tu gérais mieux ta vie, tu ne serais pas obligée de vivre dans ce clapier.
Elle disait ça en sirotant le champagne que Mon Argent avait probablement payé. Elle critiquait mes chaussures usées, mon absence de vie sociale, mon célibat. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, disait-elle souvent. Ah, Océane. Ma petite sœur. 24 ans. La lumière de ses yeux. L'enfant doré. Océane ne travaillait pas vraiment. Elle était stagiaire en marketing de luxe, ce qui signifiait surtout qu'elle passait ses journées à faire du shopping et à poster des photos sur Instagram. Ce soir-là, dans ma voiture, sous la pluie battante, j'ai pleuré. De fatigue, de frustration. Je me sentais prise au piège. Je sacrifiais ma jeunesse et mon avenir pour sauver mes parents, et ils me traitaient comme une ratée. Mais je me répétais, c'est pour papa. Il ne doit pas savoir. Je ne savais pas encore que le pire n'était pas de donner de l'argent. Le pire, c'était de découvrir à quoi il servait vraiment. J'ai essuyé mes larmes, démarré ma voiture qui a toussé 2 fois avant de partir, et je me suis dirigée vers mon studio glacial. J'ignorais que dans quelques jours, un simple appel téléphonique allait faire basculer mon monde et transformer ma tristesse en une rage froide et calculatrice. Si ma vie était un film en noir et blanc, celle de ma sœur Océane était en Technicolor 4K. Océane était tout ce que je n'étais pas aux yeux de ma mère, glamour, insouciante et surtout, fiancée à un homme riche. Emeric. Un avocat issu d'une grande famille lyonnaise, le genre de famille qui a son nom gravé sur des bâtiments publics. Le contraste entre nos 2 vies était devenu grotesque. Le lendemain de mon virement mensuel, j'étais assise dans ma cuisine, en train de manger des nouilles instantanées en regardant mon téléphone. Une notification Instagram a popé. C'était Océane. La photo était magnifique. Elle posait sur un yacht, un verre de cocktail à la main, avec en arrière-plan une mer turquoise. La légende disait « Petit week-end surprise à Saint-Tropez pour décompresser avant le grand jour. Merci Mam pour ce cadeau incroyable. #BestMomEver #Blessed #LuxuryLife. J'ai failli recracher mes nouilles. Merci Mam. Ma mère, qui prétendait être au bord de la saisie immobilière, qui pleurait pour que je paie son loyer, venait d'offrir un week-end à Saint-Tropez à ma sœur? J'ai zoomé sur la photo. Le sac à main posé négligemment sur le pont du bateau, c'était un modèle de créateur que je connaissais bien. Il coûtait environ 2500 €. 2 mois de mon aide financière. La colère a commencé à monter, chaude et brûlante. J'ai appelé ma mère immédiatement. Allô? Sa voix était sèche, impatiente. Maman, c'est Maëlys. Je viens de voir la photo d'Océane. Vous êtes à Saint-Tropez? Il y a eu un silence au bout du fil, puis un rire nerveux. Oh, ne sois pas ridicule. C'est Océane qui a été invitée par des amis. Je lui ai juste donné un petit peu d'argent de poche pour qu'elle ne se sente pas gênée. C'est important pour son image, tu comprends? Elle va épouser un Emeric, elle doit tenir son rang. Un petit peu d'argent? Maman, je viens de te virer 1200 € hier. Je n'ai plus rien pour finir le mois. Et tu paies des vacances à Océane? Le ton de ma mère a changé instantanément. De la défensive, elle est passée à l'attaque. C'était sa spécialité. Voilà, ça recommence. Ta jalousie maladive. Tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse, c'est ça? Parce que ton mariage a échoué, tu veux que tout le monde soit misérable? Ce n'est pas de la jalousie. C'est une question de survie. Je me saigne aux 4 veines pour payer votre loyer parce que tu m'as dit que papa était ruiné. Baisse d'un ton, a-t-elle sifflé. Si ton père t'entendait. Tu veux le tuer, c'est ça? Tu veux que son cœur lâche? Océane a besoin de ce train de vie pour s'intégrer dans la famille d'Emeric. C'est un investissement pour l'avenir de la famille. Quand elle sera mariée, elle nous aidera tous. Toi, avec ton petit salaire d'infirmière et tes mains abîmées, tu ne pourras jamais nous offrir ça. Alors fais ton devoir et arrête de te plaindre. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante de rage. Un investissement? J'étais l'investisseur et je n'avais aucun retour sur investissement, juste des insultes. C'était toujours comme ça. Océane était l'enfant roi, le golden child, celle qui méritait tout parce qu'elle était jolie et savait flatter l'ego de ma mère.
Moi, j'étais le bouc émissaire, la Cendrillon moderne sans fée marraine. J'étais la banque, la servante et le sac de frappe émotionnelle. Je fais une pause ici, car j'ai besoin de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Si votre mère utilisait votre argent, celui dont vous avez besoin pour vivre, pour payer des vacances de luxe à votre frère ou sœur tout en vous traitant d'égoïste, auriez-vous coupé les ponts tout de suite? Ou auriez-vous eu peur, comme moi, de faire du mal à votre père? Dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment besoin de lire vos avis. Quelques jours plus tard, la situation a encore empiré. Les fiançailles officielles approchaient. C'était l'événement de l'année pour ma mère. Elle voulait impressionner la belle famille, les Delacroix. Elle m'a envoyé un SMS. Maëlys, il faut que tu vires 500 € supplémentaires. J'ai commandé des compositions florales spéciales, des orchidées blanches importées. C'est indispensable pour la décoration de table. Je compte sur toi avant ce soir. J'ai regardé mon compte. Solde, 42,50 €. J'ai répondu, je ne peux pas. Je suis à découvert. Je n'ai pas l'argent. Sa réponse a été immédiate et brutale. Débrouille-toi. Fais des heures sup empreintes. Si tu ne paies pas, j'annule les fleurs et je dirai à tout le monde, y compris au Delacroix, que c'est ta faute parce que tu as refusé d'aider ta famille. Tu veux vraiment humilier ta sœur le jour le plus important de sa vie? C'était du chantage pur et simple. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de la peur ou de la culpabilité. C'était du dégoût. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fond au puits. Peu importe ce que je donnais, ce ne serait jamais assez. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. Et le lendemain, le destin m'a envoyé un signe. Une rencontre fortuite qui allait tout changer et me donner l'arme dont j'avais besoin pour détruire leur petit théâtre de mensonges. Le hasard fait parfois bien les choses, ou cruellement bien les choses. 2 jours avant la fameuse fête de fiançailles, je me suis rendue chez un nouveau patient pour une série d'injections. Le nom sur le dossier ne me disait rien. Monsieur Bernard, 78 ans, diabétique. Je suis arrivée dans un bel immeuble du 6e arrondissement de Lyon. L'appartement était vaste, ancien, avec du parquet qui craquait. Monsieur Bernard était un homme charmant, vif d'esprit malgré son âge, un vrai Lyonnais qui aimait parler. Alors que je préparais mon matériel, il m'a demandé « Vous avez un nom de famille peu commun dans la région, mademoiselle ?» Lefebvre. Enfin, c'est commun, mais vous ressemblez étrangement à une de mes locataires. Une madame Ghislaine Lefebvre. Je me suis figée, l'aiguille en suspens. C'est ma mère, ai-je balbutié. Mes parents louent un appartement rue Vendôme. Le visage de monsieur Bernard s'est assombri. Il a poussé un long soupir. Ah, le monde est petit. Très petit. Écoutez, je ne devrais pas mélanger les affaires et la santé, mais puisque vous êtes là. Vous savez ce qui se passe avec vos parents? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai pensé, ça y est, il va me dire qu'ils sont fauchés, que papa est ruiné. Je sais qu'ils ont des difficultés financières, ai-je dit prudemment. J'essaie de les aider comme je peux. Monsieur Bernard a éclaté d'un rire sans joie. Des difficultés? Ma petite dame, votre père touche une retraite de cadre de la SNCF plus que confortable. Je le sais, j'ai vu ces dossiers quand ils ont renouvelé le bail. Ils ont largement de quoi payer. Le problème, c'est votre mère. J'ai posé la seringue sur la table stérile. Mes mains tremblaient trop. Comment ça? Ça fait 6 mois qu'elle ne paie plus le loyer complet. Elle me verse des petites sommes ridicules, en disant qu'il y a des problèmes de banque, des délais. Mais je la vois, hein. Je la vois sortir avec des sacs Chanel, je la vois partir en voyage. La semaine dernière, je suis allée les voir pour réclamer mon dû. Elle m'a ri au nez en disant que son gestionnaire de patrimoine allait régler ça. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une pitié qui m'a fait mal au ventre. Votre père n'était pas là. Elle s'arrange toujours pour que je vienne quand il est au club de bridge. J'ai l'impression qu'il ne sait rien. Mais ma patience a des limites. J'ai lancé la procédure. L'avis d'expulsion part demain. S'ils ne règlent pas les 8 000 € d'arriérés avant la fin du mois, ils sont dehors. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Papa n'était pas ruiné. Il avait sa retraite.
L'argent que je versais, mes 1200 euros mensuels, ça faisait presque 15 000 euros par an. Où était passé cet argent? Monsieur Bernard, ai-je demandé, la voix étranglée. Est-ce que je pourrais avoir une copie de l'état des lieux de leur paiement? Et de l'avis d'expulsion? Il a hésité, puis a hoché la tête. Si ça peut t'aider à régler cette situation avant que je ne doive appeler les huissiers. Je vous imprime ça. Je suis sortie de chez lui avec quelques feuilles de papier pliées dans ma poche. Ces feuilles brûlaient contre ma cuisse. Je suis montée dans ma voiture et j'ai hurlé. Un cri primal, animal. J'avais faim, j'étais épuisée, je portais des chaussures trouées, tout ça pourquoi? Pour financer les sacs à main de ma mère et les mensonges d'Océane. Mon père n'était pas au courant. Elle le manipulait aussi. Elle interceptait le courrier. Elle gérait les comptes. Elle avait construit un empire de mensonges sur mon dos et sur la crédulité de mon père. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai téléchargé tous mes relevés depuis 3 ans. J'ai surligné chaque virement loyer maman. Le total donnait le vertige, plus de 40 000 euros en 3 ans, en comptant les urgences et les extras. Puis, je suis allée sur le compte Instagram d'Océane. J'ai fait des captures d'écran. Chaque date de virement correspondait à un achat de luxe ou un voyage de ma sœur. Le 12 mars, virement de 1200 euros. Le 14 mars, photo d'Océane avec des escarpins Louboutin, 800 euros, et un dîner gastronomique. Le 5 juin, virement de 1500 euros, urgence dentiste soi-disant. Le 7 juin, week-end spa de luxe pour maman et Océane. C'était limpide. C'était mathématique. C'était dégueulasse. Je n'étais pas une fille. J'étais une vache à lait. Une vache à lait qu'on méprisait parce qu'elle sentait l'étable, mais dont on adorait le lait. À ce moment précis, la tristesse a disparu. La culpabilité s'est évaporée. À la place, un calme froid et terrifiant s'est installé en moi. Ils voulaient une fête de fiançailles inoubliable? Ils allaient la voir. J'ai passé les 24 heures suivantes en mode commando. Je n'étais plus l'infirmière fatiguée, j'étais un détective privé qui montait un dossier criminel. J'ai imprimé les relevés, les captures d'écran, l'avis d'expulsion de Monsieur Bernard. J'ai tout organisé chronologiquement dans une chemise cartonnée rouge. Rouge comme le danger. Rouge comme la honte qu'ils allaient ressentir. Mais il me manquait une pièce maîtresse. Je voulais entendre ma mère l'avouer, ou du moins, révéler sa vraie nature sans filtre. J'ai appelé ma tante Annick, la sœur de mon père. Annick était la brebis galeuse de la famille, celle qui avait mal tourné parce qu'elle avait refusé de se marier et voyageait à travers le monde. Elle détestait ma mère, et le sentiment était réciproque. Allô, tata? C'est Maëlys. Ma chérie. Ça fait des lustres. Tout va bien? Non. J'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que papa t'a parlé de problèmes d'argent récemment? Annick a reniflé. Ton père? Il m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il ne savait pas quoi faire de ses économies et qu'il pensait acheter un petit bateau pour la retraite. Pourquoi? J'ai fermé les yeux. Un bateau. Il voulait acheter un bateau, pendant que je mangeais des pâtes sans beurre. Pour rien, tata. Merci. Tu viens au dîner de fiançailles demain? Je ne raterai ça pour rien au monde. Voir Ghislaine faire la roue comme un paon, c'est mon divertissement annuel. Parfait. À demain. Puis, le coup de grâce est arrivé. L'appel de ma mère, la veille du dîner. Je savais qu'elle appellerait. Je savais qu'elle allait exiger quelque chose. J'ai lancé l'application d'enregistrement vocal sur mon autre téléphone avant de décrocher. Maëlys? C'est maman. Sa voix était mielleuse, trop aiguë. Bonjour maman. Écoute, pour demain soir. Le dîner au jardin d'essence. C'est très protocolaire. Les parents d'Emeric sont, comment dire, très à cheval sur l'étiquette. Et? Eh bien, j'ai pensé que ce serait mieux si tu venais un peu plus tôt pour aider à installer les marque-places et vérifier les fleurs. Mais... Elle a fait une pause lourde de sens. Il ne faut pas que tu t'habilles en invité. Pardon?
Tu comprends, ma chérie, tu n'as pas de tenue appropriée. Tes vieilles robes font bon marché. Ça ferait tache à côté d'Océane et de sa robe de créateur. Et puis, on ne veut pas que les Delacroix posent trop de questions sur ton statut. Une divorcée, infirmière à domicile, ça ne fait pas très chic. Je serrais le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. Donc tu veux que je fasse quoi? Que je ne vienne pas? Oh non. Tu dois être là, c'est la famille. Mais, viens avec ta tenue de travail. Ton uniforme blanc. On dira que tu sors tout juste d'une urgence vitale, ça fait héroïque, ça passe mieux. Et pendant le cocktail et le dîner, essaie de rester discrète. Peut-être vers la cuisine ou le service. Aide les serveurs s'il le faut. Comme ça, tu seras utile sans gâcher les photos officielles. Océane est d'accord avec moi. Être utile sans gâcher les photos. Être une servante invisible. Voilà ce que j'étais pour elle. Une tache sur le décor parfait de sa vie fantasmée. J'ai pris une grande inspiration. J'avais besoin de cet enregistrement. J'avais besoin qu'elle aille jusqu'au bout de son ignominie. D'accord, maman, ai-je dit d'une voix douce, presque soumise. Je mettrai mon uniforme. Je resterai en retrait. Je ne veux pas vous faire honte. Oh, merci ma chérie. Tu es un ange. Je savais que tu comprendrais. Tu es tellement arrangeante. Allez, bisous, à demain. N'oublie pas d'arriver par l'entrée de service si possible. Elle a raccroché. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Fichier nommé, la preuve finale. J'ai regardé mon uniforme pendu sur la porte de mon armoire. Ma tunique blanche, mon pantalon confortable, mes crocs médicaux. Cet uniforme que je portais quand je tenais la main de gens mourants, quand je sauvais des vies, quand j'apportais du réconfort. Elle trouvait ça sale? Elle trouvait ça honteux? Très bien. Je porterai cet uniforme. Je le porterai comme une armure. Et je ne passerai pas par l'entrée de service. Je rentrerai par la grande porte, la tête haute, avec mon dossier rouge sous le bras. Ce qu'elle ignorait, c'est que je n'allais pas être la servante de la soirée. J'allais être le bourreau de ses illusions. La nuit a été courte. Je n'ai presque pas dormi, répétant mon plan dans ma tête, anticipant chaque réplique. Est-ce que j'avais peur? Oui. Terriblement. J'avais peur de la confrontation, peur de voir mon père s'effondrer. Mais la peur était le carburant de mon courage. Il était temps que la vérité éclate, qu'elle soit aussi brutale et sale que mon uniforme aux yeux de ma mère. Le soir du dîner, Lyon était magnifique. Les lumières de la ville se reflétaient sur le Rhône, mais je ne voyais rien. Je roulais mécaniquement vers le restaurant, mon estomac noué comme un poing serré. Le jardin des Sens était un établissement prestigieux, avec des lustres en cristal, des nappes en lin blanc immaculé et des serveurs en gants blancs. Je me suis garé. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Pas de maquillage, cheveux tirés en chignon strict, cernes apparents. Et ma tenue, ma tunique blanche d'infirmière, mon badge professionnel encore accroché à la poche, mon pantalon bleu marine, mes baskets de marche. J'étais l'antithèse du luxe qui régnait à l'intérieur. J'ai pris le dossier rouge. J'ai pris une grande inspiration. C'est pour toi, Maëlys. C'est pour ta liberté. Je suis entrée. Le maître d'hôtel m'a bloqué à l'entrée, le nez froncé. Mademoiselle, l'entrée du personnel est à l'arrière. J'ai souri, un sourire sans chaleur. Je ne suis pas du personnel. Je suis la sœur de la fiancée. Table Lefebvre de la Croix. Il m'a regardé de haut en bas, choqué, mais n'a pas osé me contredire face à mon assurance. Il m'a guidé vers le salon privé. Dès que j'ai franchi le seuil, le brouhaha des conversations s'est tu. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son. Tout le monde était là. Les parents d'Emeric, distingués et rigides. Emeric, élégant dans son costume sur mesure. Mon père, mal à l'aise dans son smoking. Océane, resplendissante dans une robe en soie crème qui coûtait probablement 3 mois de mon salaire. Et ma mère. Ma mère trônait au centre, un verre de champagne à la main. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé. C'était un mélange de fureur et de panique pure.
Elle a posé son verre avec un claquement sec et s'est précipitée vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Elle m'a saisi par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair, et m'a tiré vers un coin de la pièce. « Tu es folle » a-t-elle sifflé, la voix tremblante de rage contenue. « Je t'avais dit l'entrée de service. Regarde-toi. Tu as l'air d'une clocharde. Tu fais exprès de me ruiner cette soirée ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu m'as dit de mettre mon uniforme, maman. Je l'ai mis. Je sors du travail. J'ai sauvé des vies aujourd'hui. C'est sale, ça ? Tais-toi. Va t'asseoir au fond, à la table des enfants. Et cache-toi derrière la plante verte. Si je t'entends dire un mot, un seul mot, je te jure que tu le regretteras. » Océane est arrivée, le visage tordu de dégoût. « Sérieusement, Maëlys ? Tu ne pouvais pas faire un effort ? Emric a invité ses associés. Tu me fais honte. Tu pues l'hôpital. Bonsoir à toi aussi, Océane. Félicitations pour tes fiançailles. » Elle a reniflé et est retournée vers son fiancé, prenant soin de se mettre dos à moi. Mon père m'a vu. Il a esquissé un mouvement pour venir me saluer, un sourire incertain sur les lèvres. Mais un simple regard noir de ma mère l'a cloué sur place. Il a baissé les yeux, honteux. C'était l'image de ma vie, mon père voulant m'aimer, mais aimant davantage sa tranquillité. J'ai obéi. Je suis allée m'asseoir à la petite table au fond, près des cuisines, avec 2 cousins adolescents qui jouaient sur leur téléphone et ne m'ont même pas calculé. De ma place, j'avais une vue imprenable sur la mascarade. Je les voyais rire, trinquer, jouer à la famille parfaite. Ma mère racontait des anecdotes, sûrement fausses, sur ses vacances. Océane montrait sa bague, achetée avec quel argent ? J'ai posé le dossier rouge sur la nappe blanche. Ils juraient avec le décor. C'était une tache de sang sur leur pureté factice. Le dîner a commencé. Les plats défilaient, foie gras, homard, truffes. Moi, on m'avait servi une assiette, mais j'avais l'estomac trop noué pour avaler quoi que ce soit. J'attendais. J'attendais le moment. Je savais que ma mère ne pourrait pas s'empêcher de m'humilier publiquement. C'était plus fort qu'elle. Elle avait besoin d'écraser quelqu'un pour se sentir grande. Et le moment est arrivé au dessert. Ma mère s'est levée, une coupe de champagne à la main, et a tapoté dessus avec une cuillère en argent. Le tintement a résonné dans le silence respectueux. « Mes chers amis, chère famille », a-t-elle commencé avec sa voix de théâtre. Quelle joie de célébrer l'amour ce soir. Océane, ma perle, tu as toujours été spéciale. Tu es la réussite incarnée, la beauté, l'élégance. Elle a parlé pendant 5 minutes, louant Océane comme si elle était la prochaine reine de France. Puis, son regard a balayé la salle et s'est arrêté sur moi, dans mon coin sombre. Un sourire cruel a étiré ses lèvres. Elle ne pouvait pas résister. Et bien sûr, nous avons Maëlys. Les têtes se sont tournées vers moi. Maëlys, qui a eu la gentillesse de venir directement après son petit travail, dans sa tenue si particulière. Quelques rires étouffés. C'est touchant, n'est-ce pas ? De voir la différence entre 2 destins. Océane qui s'élève vers la lumière et Maëlys qui, eh bien, qui fait ce qu'elle peut avec le peu qu'elle a. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Dis-moi, ma chérie, devant tout le monde. Ça fait quoi d'être une ratée ? De voir ta petite sœur réussir tout ce que tu as échoué ? D'être si inutile que ta vieille mère doit encore s'occuper de toi ? Le silence dans la salle était assourdissant. Même les serveurs s'étaient figés. Emric avait l'air horrifié. Mon père était devenu gris. C'était le signal. Le moment de vérité. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit a résonné comme un coup de feu. J'ai pris mon dossier rouge. Et je me suis levée. Le temps semblait s'être arrêté. Je sentais le regard de 30 personnes peser sur moi. La honte ? Non, la honte avait disparu. Il ne restait que la détermination. J'ai marché lentement vers la table d'honneur, mes baskets couinant légèrement sur le parquet ciré. Chaque pas me rapprochait de ma libération. Ma mère me regardait approcher avec un mélange de défi et d'inquiétude naissante. Elle ne s'attendait pas à ce que je bouge. Elle s'attendait à ce que je pleure, que je m'enfuis, ou que je baisse la tête comme d'habitude.
Je suis arrivée à sa hauteur. J'étais calme. D'un calme terrifiant. Tu me demandes ce que ça fait d'être une ratée, maman? Ai-je demandé, ma voix claire et ferme, portant jusqu'au fond de la salle. Elle a ri nerveusement. Oh, ça va, c'était une plaisanterie. Tu n'as aucun sens de l'humour, comme toujours. Retourne t'asseoir. Non. Je vais répondre à ta question. J'ai posé le dossier rouge sur la table, juste entre l'assiette de mon père et celle d'Emeric. Ça fait mal d'être traité de raté. Mais ce qui fait vraiment du bien, c'est de savoir que c'est fini. Je me suis tournée vers mon père. Il me regardait avec des yeux ronds, apeurés. Papa, maman vient de dire que je suis inutile et qu'elle doit s'occuper de moi. C'est drôle, parce que depuis 3 ans, c'est moi qui paie votre loyer. 1200 € par mois. Tous les mois. Un murmure a parcouru la salle. Quoi? A balbutié mon père. De quoi tu parles? Ma mère a bondi. Elle ment. Elle est hystérique. Elle essaie de gâcher la fête. Hervé, ne l'écoute pas, elle est jalouse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'ai simplement ouvert le dossier. Je ne mens pas. Voici les relevés bancaires. Voici les 36 virements effectués vers le compte de maman. Voici les messages où elle me supplie de payer parce que tu étais soi-disant ruiné et que la maison allait être saisie. Mon père a saisi les papiers, les mains tremblantes. Il lisait, ses yeux passant frénétiquement d'une ligne à l'autre. Ruiné, a-t-il chuchoté. Mais, la maison est payée depuis 10 ans, Maëlys. Nous sommes locataires d'un appartement, mais j'ai ma retraite. Je donne 2000 € par mois à ta mère pour les charges. Je sais, papa. Je sais. J'ai sorti l'autre document. Et voici l'avis d'expulsion que monsieur Bernard m'a donné hier. Maman n'a pas payé le loyer depuis 6 mois. Elle a pris ton argent et le mien. Océane s'est levée, le visage rouge. C'est n'importe quoi. Maman gère très bien l'argent. Tu es juste une pauvre fille aigrie. Je me suis tournée vers ma sœur. Ah oui? Et ton sac Dior? Tes vacances aux Maldives? Ta robe ce soir? Regarde les dates, Océane. J'ai pointé les lignes surlignées. Le 12 mars, je vire le loyer. Le 14 mars, débit carte bleue Dior-Lyon. Le 5 juin, je vire l'argent pour une urgence médicale. Le 7 juin, débit agence de voyage tropique. J'ai plongé mon regard dans celui de ma sœur. Je n'ai pas payé le loyer, Océane. J'ai payé ta vie de princesse. J'ai mangé des pâtes pendant 3 ans pour que tu puisses jouer à la riche héritière. Océane a reculé, choquée, regardant sa mère pour un démenti qui ne venait pas. Ma mère était livide, la bouche ouverte, cherchant désespérément un mensonge crédible. C'était pour le bien de la famille, a-t-elle fini par crier. Océane devait trouver un bon parti. Il fallait investir. Et toi tu n'as besoin de rien. Tu es habitué à la médiocrité. C'était l'aveu. Brutal. Public. Je me suis tournée vers Emeric. Il était resté silencieux, observant la scène avec l'œil froid de l'avocat qu'il était. Il tenait le dossier entre ses mains, lisant chaque page avec attention. Emeric, ai-je dit doucement. Voici la femme que tu vas épouser. Et voici la belle-mère que tu vas avoir. Une femme qui vole sa propre fille, qui ment à son mari, et qui traite son enfant de raté tout en vivant à ses crochets. J'ai sorti mon téléphone. Et si vous ne me croyez pas encore, écoutez ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère a résonné dans le silence du restaurant, amplifiée par l'acoustique de la salle. Tu comprends, ma chérie, tu n'as pas de tenue appropriée. Ton uniforme blanc, ça fait tache. On ne veut pas que les Delacroix sachent. Reste à la cuisine. Les parents d'Emeric se sont levés, outrés. La mère d'Emeric a mis sa main devant sa bouche. L'humiliation changeait de camp. Ce n'était plus moi la ratée. C'étaient eux, les monstres.
Ma mère a essayé d'arracher le téléphone de mes mains, mais ma tante Annick, qui était assise à une table voisine, s'est levée et a bloqué son chemin. Laisse-la finir, Ghislaine, a dit Annick avec un sourire féroce. On commence à peine à s'amuser. Je regardais ma mère. Elle était acculée. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Elle était nue devant tout le monde. Alors, maman, ai-je conclu. C'est ça le sentiment d'être inutile. C'est quand on réalise que sans les mensonges et l'argent des autres, on n'est absolument rien. J'attendais la réaction d'Emeric. Tout dépendait de lui maintenant. Allait-il défendre sa fiancée, ou allait-il voir la vérité? Le silence qui a suivi ma dernière phrase était lourd, épais, suffocant. On n'entendait plus que le bourdonnement lointain de la climatisation et la respiration saccadée de ma mère. Emeric a posé le dossier sur la table, très lentement. Il a lissé sa veste de costume. Il a regardé Océane. Non, il a scruté, comme s'il la voyait pour la première fois. Il ne voyait plus la belle poupée en soie, mais la complice d'une escroquerie familiale. Océane a tenté une approche, posant sa main manucurée sur le bras de son fiancé. Chérie. Emeric. Tu ne vas pas croire cette folle, si? Maëlys a toujours été jalouse de nous. Maman a peut-être un peu exagéré, mais c'était par amour. Pour nous. Pour notre avenir. Emeric a retiré son bras, comme s'il avait été brûlé. Par amour? Sa voix était calme, trop calme. C'était sa voix de tribunal, celle qu'il utilisait avant de porter l'estocade finale. Voler sa propre fille, mentir à son mari, et humilier sa sœur en public, tu appelles ça de l'amour? Il s'est tourné vers ma mère. Madame Lefebvre. Vous m'avez dit que vous veniez d'une vieille famille bourgeoise, que l'honneur était tout pour vous. Vous m'avez menti sur vos finances, ce qui est une chose. Mais traiter votre fille, celle qui vous nourrit, comme une servante, c'est impardonnable. Il a pris une coupe de champagne, l'a regardée un instant, puis l'a reposée. Dans ma famille, nous avons des défauts. Nous sommes peut-être rigides. Mais nous ne sommes pas des parasites. Océane a commencé à pleurer, de vraies larmes de panique cette fois. Emeric, ne dis pas ça. Je ne savais pas. Je croyais que maman avait de l'argent. Tu ne savais pas? Il a ri, un rire sec. Océane, tu as passé ton temps à te moquer de l'uniforme de ta sœur. Tu as accepté des sacs à 2000 € sans te demander d'où venait l'argent alors que ton père roule en vieille Peugeot? Soit tu es incroyablement stupide, soit tu es complice. Dans les deux cas, je ne veux pas d'une telle femme pour élever mes enfants. Il a porté la main à sa boutonnière, a retiré la fleur blanche qui y était accrochée et l'a jetée sur la table. Le mariage est annulé. 3 mots. Simple. Définitif. La salle a octé. Océane a poussé un cri strident. Non. Tu ne peux pas faire ça. Les invitations sont parties. Ma robe. Envoie la facture à ta mère, a répondu Emeric froidement. Ah non, c'est vrai. C'est Maëlys qui paie, d'habitude. Eh bien, débrouillez-vous. Il a fait signe à ses parents. Ils se sont levés, dignes, ont ramassé leurs affaires et ont suivi leur fils vers la sortie sans un regard en arrière. Le château de cartes s'était effondré. Mais ce n'était pas fini. Il restait mon père. Hervé, l'homme invisible, l'homme silencieux. Il était toujours assis, tenant les relevés bancaires. Il pleurait silencieusement. Des larmes coulaient sur ses joues, tombant sur les chiffres accablants. Il s'est levé doucement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ghislaine. A-t-il dit, la voix brisée. Hervé, écoute-moi, a commencé ma mère, changeant de tactique, passant de l'attaque à la victime éplorée. Ils ne comprennent pas. J'ai fait ça pour nous. Pour que tu ne te sentes pas inférieur aux voisins. Pour Océane. Paf. Le bruit de la gifle a claqué comme un coup de fouet. Mon père, cet homme qui n'avait jamais levé la main, venait de gifler ma mère. Ce n'était pas un geste de violence gratuite, c'était le geste d'un homme qui se réveille d'un coma de 30 ans. Tais-toi, a-t-il grondé. Tu as fait de moi un père indigne. Tu m'as fait croire que ma fille, ma Maëlys, ne nous aimait pas, qu'elle nous ignorait, alors qu'elle se saignait pour nous.
Tu as volé son argent. Tu as volé son amour pour moi. Il s'est tourné vers moi. Il a ouvert les bras. J'ai couru vers lui et je me suis effondrée contre sa poitrine. L'odeur de son vieux tabac et de son aftershave bon marché m'a envahi. C'était l'odeur de mon enfance, avant que tout ne devienne toxique. Pardonne-moi, ma puce, sanglotait-il dans mes cheveux. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute, papa, ai-je murmuré. Il m'a écarté doucement pour me regarder, puis il s'est tourné vers ma mère et Océane, qui étaient maintenant isolées au milieu de la salle vide, sous le regard goguenard des serveurs. C'est fini, Ghislaine. Je pars. Je ne rentre pas ce soir. Je vais chez Annick. Et demain, je demande le divorce. Tu peux garder tes sacs à main et tes mensonges. Moi, je récupère ma fille. Ma tante Annick a levé son verre vers nous. Chambre d'amis prête, frérot. On a du bon vin à la maison. Mon père m'a pris la main. Viens, Maëlys. On s'en va. On ne reste pas une minute de plus avec ces étrangères. Nous avons marché vers la sortie. Derrière nous, j'ai entendu le maître d'hôtel s'approcher de ma mère. Madame, l'addition s'élève à 4 500 € pour la soirée. La famille du marié étant partie, comment souhaitez-vous régler? Je me suis arrêtée sur le seuil. Je me suis retournée une dernière fois. Ma mère fouillait frénétiquement dans son sac, pâle comme un linge. Océane pleurait par terre, sa robe de soie tachée de vin renversée. Maman, ai-je appelé? Elle a levé les yeux, pleins de haine. N'oublie pas, ai-je dit avec un sourire léger. Je ne paie plus. Débrouille-toi avec ton statut. Et nous sommes sortis dans la nuit fraîche de Lyon. La pluie avait cessé. L'air n'avait jamais été aussi pur. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon, mais un tourbillon libérateur. Mon père s'est installé chez tante Annick. Pour la première fois depuis des années, je le voyais sourire. Un sourire triste, certes, mais vrai. Il a découvert l'ampleur des dégâts financiers causés par ma mère. Elle avait vidé le livret A, contracté des crédits à la consommation à son nom à lui en imitant sa signature. C'était un désastre, mais il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. L'argent, ça se perd et ça se gagne. Mais ma dignité et ma fille, j'ai failli les perdre pour toujours. De mon côté, j'ai coupé les ponts. Radicalement. J'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué Océane sur tous les réseaux sociaux. J'ai changé de banque pour être sûr qu'aucun prélèvement douteux ne passe. C'était étrange, ce silence soudain. Pendant 3 ans, mon téléphone était une source d'angoisse. Chaque sonnerie me faisait sursauter. Est-ce qu'elle veut de l'argent? Est-ce qu'elle va m'insulter? Maintenant? Rien. Juste le calme. J'ai appris par tante Annick, qui se délectait de jouer les espionnes, la suite des événements pour le duo infernal. Le soir du dîner, ma mère n'avait pas pu payer. Elle avait dû laisser sa montre et ses bijoux en garantie et signer une reconnaissance de dette. Le scandale avait fait le tour du petit monde bourgeois de Lyon. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, Ghislaine Lefebvre, l'arnaqueuse. L'expulsion a eu lieu 2 semaines plus tard. Monsieur Bernard n'a eu aucune pitié, et je ne peux pas lui en vouloir. J'ai vu des photos, prises de loin par un voisin. Ma mère, assise sur le trottoir avec ses valises Louis Vuitton, attendant un taxi, l'air hagard. Océane, sans maquillage, hurlant au téléphone, probablement en essayant de joindre Emeric qui l'avait bloqué partout. Elles ont dû emménager dans un petit 2 pièces vétuste à Vénissieux, une banlieue populaire qu'elles avaient toujours méprisée. L'ironie du sort était savoureuse. Océane a perdu son stage prestigieux. Apparemment, la famille d'Emeric avait le bras long et a fait savoir qu'elle n'était pas une personne de confiance. Elle a dû trouver un vrai travail. Elle est caissière dans un supermarché maintenant. Je n'ai rien contre ce métier, c'est un métier honorable, bien plus que influenceuse ratée, mais pour elle, c'est la déchéance absolue. Quant à moi, le premier mois où je n'ai pas eu à virer 1 200 € a été une révélation. J'ai regardé mon compte en banque le premier du mois. Il y avait de l'argent. De MON argent. J'ai pleuré, mais de joie cette fois. Je suis allée faire les courses. J'ai acheté du saumon, des avocats, du bon fromage, du vin.
pas de prix bas, pas de marque distributeur. J'ai rempli mon frigo. Puis, je suis allée dans une boutique de vêtements médicaux. J'ai jeté ma vieille tunique usée. J'en ai acheté 3 neuves, de bonne qualité, bien coupées. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la cabine d'essayage. Je ne voyais plus la ratée. Je voyais une femme forte, une survivante, une professionnelle compétente qui avait enfin repris le contrôle de sa vie. J'ai aussi commencé à chercher un nouvel appartement. Un endroit à moi, avec de la lumière, un balcon, et pas d'humidité sur les murs. Mais le plus important n'était pas matériel. C'était psychologique. Je n'avais plus cette voix dans ma tête qui me disait que je ne valais rien. J'avais réalisé que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de ma mère. J'étais une bonne infirmière. J'étais une bonne fille, pour mon père. J'étais une bonne amie. J'avais été inutile pour ma mère seulement parce que j'avais arrêté d'être son outil. Et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était celle de ma mère. Pas de timbre, elle l'avait déposée elle-même. J'ai hésité à la jeter directement. Puis, la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. Pas d'excuses. Pas de pardon ma fille. Juste, tu es contente? Tu as détruit ta famille. J'espère que tu dors bien la nuit. Si tu as un reste de conscience, nous avons besoin de 500 € pour l'électricité. Océane à froid. J'ai ri. Un rire franc, sonore. Elle n'avait pas changé. Elle ne changerait jamais. C'était pathologique. J'ai pris un marqueur rouge. J'ai écrit en gros sur la lettre « Retour à l'envoyeur ». Adresse inconnue. Et je l'ai remise dans la boîte aux lettres de la poste. Non, je n'avais pas détruit ma famille. J'avais détruit le cancer qui la rongeait. Et je dormais très bien la nuit, merci. 6 mois ont passé depuis la nuit du dossier rouge, comme mon père l'appelle maintenant avec un demi-sourire. Ma vie a changé du tout au tout. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement, un T3 lumineux près du parc de la Tête d'Or. J'ai un balcon où je peux prendre mon café le matin. C'est mon sanctuaire. Mon père va mieux. La procédure de divorce est en cours. C'est douloureux, c'est long, ma mère se bat pour chaque centime, qu'elle n'a pas, mais il tient bon. Il a repris le contact avec ses anciens collègues de la SNCF, il s'est remis à la pêche. Il vient dîner chez moi tous les dimanches. On cuisine ensemble, on rit, on parle de tout et de rien. J'ai retrouvé mon papa. Hier, j'ai eu une surprise inattendue. Je sortais de mon cabinet, oui, j'ai investi mes économies pour m'associer dans un cabinet infirmier, fini les tournées infernales en solo, quand j'ai vu une silhouette familière attendre devant la porte. Emric. Mon cœur a raté un battement. Pas par amour, mais par appréhension. Que faisait-il là? Il avait l'air différent. Moins guindé. Il ne portait pas de cravate. Bonjour Maëlys, a-t-il dit, un peu gêné. Bonjour Emric. Si tu cherches Océane, tu t'es trompé d'adresse. Il a souri tristement. Non, Dieu merci. Je ne cherche pas Océane. Je voulais juste te présenter mes excuses. Tes excuses? Oui. Pour n'avoir rien vu pendant 2 ans. Pour avoir laissé ta mère te parler comme ça sans intervenir plus tôt. J'étais aveuglée par l'image qu'elle me projetait. Ce soir-là, ce que tu as fait, c'était incroyablement courageux. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une enveloppe. Je sais que ta mère te doit beaucoup d'argent. Je sais aussi qu'elle ne te remboursera jamais, elle est insolvable. Ceci, c'est un chèque. C'est le montant de l'acompte que j'avais versé pour le traiteur du mariage. Ils me l'ont remboursé suite à l'annulation. Je ne veux pas de cet argent, il me porte malheur. Je pense qu'il te revient de droit. Ça ne couvre pas tout, mais c'est un début. J'ai ouvert l'enveloppe. Un chèque de 5 000 €. J'ai regardé Emric, les larmes aux yeux. Je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux. Considère ça comme des dommages et intérêts pour préjudice moral. Et puis? Il a hésité. Grâce à toi, j'ai évité la plus grosse erreur de ma vie.
5 000 €, c'est pas cher payé pour retrouver sa liberté. Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Merci, Maëlys. Bonne continuation. Merci Emeric. Sois heureux. Il est parti. J'ai regardé le chèque. J'ai pensé à tout ce que je pouvais faire avec. Un voyage? Une nouvelle voiture? Non. Je savais exactement quoi faire. J'ai appelé mon père. Papa? Prépare ta valise. Quoi? Pourquoi? On part en week-end. Pas aux Maldives, non. Mais on va aller à la mer. Juste toi et moi. On va manger des fruits de mer et respirer l'air marin. C'est moi qui invite. Il a pleuré au téléphone. Ma chérie. Ce week-end-là a été le plus beau de ma vie. Pas de luxe, pas de chichi. Juste deux personnes qui s'aiment et qui se reconstruisent. Sur la plage, en regardant l'horizon, j'ai repensé à la question de ma mère. Ça fait quoi d'être une ratée? J'ai souri face au vent. Je suis une infirmière qui a son propre cabinet. J'ai un appartement à moi. J'ai un père qui m'adore. J'ai une conscience tranquille. Si c'est ça être une ratée, alors je suis la plus heureuse des ratées. Nous arrivons à la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Si vous avez aimé voir la justice triompher, laissez un j'aime sur cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle a été votre partie préférée? Le moment où j'ai posé le dossier sur la table, ou quand Emeric a annulé le mariage? J'ai hâte de vous lire. Pour conclure cette histoire, je voudrais m'adresser directement à vous. Pas en tant que narratrice, mais en tant qu'amie. On nous apprend souvent que la famille est sacrée. Que le sang est plus important que tout. Qu'on doit respecter ses parents quoi qu'il arrive. C'est faux. Le respect se mérite. L'amour se cultive. La toxicité, même si elle partage votre ADN, reste du poison. Pendant 3 ans, j'ai bu ce poison chaque jour. Je pensais que c'était mon devoir. Je pensais que si je donnais assez d'argent, assez de temps, assez de moi-même, ma mère finirait par m'aimer. Je pensais que je pouvais acheter sa reconnaissance. C'était une illusion. Les narcissiques sont des puits sans fond. Vous pouvez y jeter tout votre or, tout votre amour, toute votre énergie, vous n'entendrez jamais le bruit du fond. Ils en voudront toujours plus. J'ai dû toucher le fond moi-même, ce soir-là, en étant traitée de sale dans mon uniforme de soignante, pour avoir le courage de remonter. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Même pas l'argent perdu. C'était le prix à payer pour voir la vérité. C'était le prix de ma leçon de vie. Océane et ma mère sont toujours ensemble, dans leur petit appartement, à se nourrir de leur amertume mutuelle. Je sais qu'elle continue de raconter à qui veut l'entendre que je suis la méchante, la fille ingrate qui les a ruinés. Qu'elle le fasse. La vérité est têtue, et les gens ne sont pas dupes éternellement. D'ailleurs, j'ai croisé une ancienne amie d'Océane l'autre jour. Elle m'a dit, tu sais, depuis que tu as tout déballé, plus personne ne les invite. Tout le monde savait que quelque chose clochait, mais personne n'osait rien dire. Tu as rendu service à tout le monde. C'est peut-être ça, la morale de l'histoire. La vérité est une arme puissante. Elle peut faire mal, elle peut détruire, mais elle nettoie. Elle cautérise les plaies infectées. Si vous êtes dans une situation similaire. Si vous êtes la vache à lait de votre famille. Si vous êtes le bouc émissaire. Si on vous fait sentir coupable d'exister alors que vous donnez tout. Arrêtez. Arrêtez de payer. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez de chercher l'amour là où il n'y a que de l'intérêt. Préparez votre dossier rouge. Gardez vos preuves. Protégez-vous. Et le jour venu, n'ayez pas peur de renverser la table. N'ayez pas peur de porter votre uniforme, vos cicatrices, votre vérité. Parce que de l'autre côté de la peur, il y a la liberté. Et croyez-moi, la liberté a un goût bien meilleur que le champagne servi dans un dîner de mensonges. Je m'appelle Maëlys. Je suis infirmière. Je suis une fille, une sœur, une amie. Et je suis libre. Merci de m'avoir écouté.
Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes inutile. Vous êtes précieux. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à ouvrir son propre dossier rouge. Abonnez-vous pour d'autres histoires de justice, de revanche et de vérité. À très bientôt.